allez creuser, allez chercher, allez les chercher ces gens qui osent pas s'exprimer. Je suis sûre que ils sont tout proches de vous et vous le voyez pas. Amoureusement vôtre, épisode 2, Trouver l'amour en 2024, quand tu n'as plus 20 ans. Je vais avoir 29 ans en mai. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais ressenti de stress sur le temps qui passe ou sur le fait de vieillir, mais depuis à peu près un an, c'est devenu un vrai sujet. J'angoisse de me rapprocher de la trentaine. Alors à la base, je pensais que c'était juste la peur des 30 ans, le fait de plus être considéré comme jeune, d'avoir vraiment les deux pieds en plein dans la vie d'adulte. Mais en vrai, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment le fait d'avoir 30 ans qui me fait peur, mais c'est l'optique d'être célibataire à 30 ans. Pourtant, on m'a jamais vraiment mis la pression par rapport à ça, que ce soit ma famille ou mes potes, on m'en a pas parlé, on n'en a jamais fait un sujet, mais je sais que pour plusieurs personnes c'est le cas, comme par exemple pour Maude, avec qui j'ai eu la chance de discuter. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'était la pression sociale qui était exercée sur moi quand on est célibataire à 30 ans, 32 ans, même 33 ans. Donc plus jeune ça allait, mais plus je vieillissais et plus c'était compliqué à gérer. Et une pression de la part, en fait, de mes amis, de mes collègues de travail et de ma famille. Alors ma famille, oui, il y avait des petites allusions. Mes collègues, il n'y a jamais eu des allusions de la part de mes collègues, mais c'est vrai que je me mettais une pression toute seule parce qu'elles avaient bien 10 ans de moins que moi et elles étaient en couple. Alors que, voilà, j'avais 10 ans de plus et j'étais seule. Donc il y a une partie où dans ma famille on m'en parlait, mais après il y avait une pression, oui, que je me mettais aussi seule, mais que la société te fait bien ressentir. Et c'est vrai que, en plus de la pression que tu peux avoir de tes proches, il y a aussi plein de moments et de situations où tu la ressens et tu te manges ton célibat en pleine face. Quand t'approches de la trentaine et après, t'arrives à une période où la majorité de tes proches sont en couple depuis longtemps et ont plein de projets, comme le mariage, l'achat d'un appart ou d'une maison, ou même commencer à construire une famille. Tu te retrouves à des soirées où quasiment tout le monde est avec son mec ou sa meuf, ou au travail, entouré de tes collègues qui racontent leurs histoires avec leurs partenaires, à des mariages où t'as l'impression d'être le ou la seule célibataire. Et t'as beau être content ou contente pour tes proches en couple et heureux, tu peux quand même pas t'empêcher de te sentir un peu à l'écart. C'est ce que Salomé explique, que j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à interviewer. J'avais l'impression d'être en décalé avec les personnes qui m'entouraient, les amis, la famille, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'était moi le problème, que je trouverais pas, et de me remettre tout le temps en question. Ce qui est compliqué quand t'es célibataire autour des 30 ans et après, c'est que ton cercle social est déjà bien construit et installé. Du coup, t'arrives à un stade de ta vie où tu connais tout le monde, entre guillemets, les potes de tes potes, tes collègues de travail, les gens avec qui tu fais du sport ou une activité quelconque. Je trouve que plus tu vieillis et moins tu as de relations sociales. Enfin, quand tu es étudiant, quand t'es au lycée, quand t'es à l'université, t'as beaucoup d'amis, tu sors souvent, tu sors tous les soirs, donc la probabilité et le nombre de gens que tu rencontres est bien plus important que quand tu vieillis et que t'as ton travail, ta routine, tes collègues, tu sors moins, donc le pourcentage, la probabilité de rencontrer des gens diminue, donc des hommes diminue aussi. Et même si, bien évidemment, on s'est pas transformé en ermite, on continue à faire des trucs et à sortir, c'est plus comme avant. Quand potentiellement tu sortais pour draguer, entre guillemets, maintenant c'est pour profiter des moments privilégiés avec tes proches. D'ailleurs, c'est souvent des soirées en appart ou alors généralement dans le même bar où t'es comme à la maison et du coup forcément tu connais l'équipe du bar et les habitués comme toi. T'as l'impression que t'as plus d'opportunités de rencontrer des nouvelles personnes. Et même que, du moins c'est mon cas, tout le monde dans la même tranche d'âge que toi est en couple. Alors que c'est vraiment con de penser ça et c'est faux, et c'est là qu'on va parler des applications de rencontres. Qui dit rencontre amoureuse, peu importe l'âge d'ailleurs, dit application de rencontre. Et au final, comme je le disais un peu avant, on a beau se sentir seul dans notre célibat, on se retrouve vite face à la réalité quand on se connecte à une appli et qu'on se rend compte qu'on a en fait beaucoup de célibataires, même à 30 ans et même encore après.
Et là, c'est tout le contraire. On se retrouve devant beaucoup de choix, voire même trop de choix. On fait face à une consommation de masse qui peut au final appuyer notre déception de l'amour. Il y a un terme qui définit assez bien ce ressenti, c'est le spleen amoureux. C'est un peu la solitude amoureuse teintée de désespoir et de désillusion. Alors, ça fait tout de suite drama queen, et bien évidemment que c'est à nuancer, mais c'est un peu ce sentiment de se sentir seul, d'avoir l'impression de pas pouvoir y remédier et d'être condamné à être déçu et triste de l'amour. Pour faire le lien avec mon premier épisode, je vous avais prévenu qu'on ferait des allers-retours et des bonds entre les épisodes. On a été éduqués aux films, aux séries et aux livres d'amour qui représentent des histoires fortes et passionnelles. Dans notre inconscient ou non, on est donc attaché à un idéal amoureux qui doit faire vibrer et être incroyable. Et face à cet idéal, il y a les centaines de profils qu'on fait défiler, les swipes, les matchs, les messages du style quoi de beau ou tu fais quoi dans la vie et les dates avec des inconnus. Tout ça c'est quand même bien éloigné de ce qu'on imagine de l'amour. Et c'est d'ailleurs ça qu'explique la sociologue Marie Bergström, j'espère que je l'ai bien prononcé, dans son enquête qui s'appelle « Les nouvelles lois de l'amour ». Notre déception de l'amour viendrait justement de cette confrontation entre la société de dating de masse et nos attentes d'amour romantique. Au final, avec les applications, et en vrai maintenant ça s'est aussi transposé sur les rencontres dans la vraie vie, on perd un peu le côté mignon et romantique. Ces moments où tu sous-entends ton attirance envers la personne, la douceur et la finesse d'un vrai flirt. Maintenant, quand t'es en date, tu sais très bien, comme la personne en face de toi, pourquoi vous êtes là. Y a plus d'ambiguïté. Ça devient même limite quelque chose de machinal. Il y a d'ailleurs une personne qui m'a écrit suite à mon premier épisode quelque chose de très vrai par rapport à ça, qui est le fait que maintenant, on cherche plus à découvrir la personne. On arrive à l'étape finale sans même se donner la peine de se découvrir et c'est devenu normal. Maxime, qui m'a fait le plaisir de discuter avec mon micro et moi-même, fait d'ailleurs une comparaison que je trouve assez juste. C'est un peu, là ça va pas être très romantique ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si tu te places dans l'optique où tu vas acheter un bien, en fait t'as plein de critères, sauf que là l'amour t'achètes rien, quoi, t'achètes pas un bien, c'est des choses que tu vis, et en fait on est dans un système avec les applications où tu penses que tu vas acheter l'amour. Ce qui est devenu normal aussi, j'ai l'impression, c'est de profiter de l'offre de masse pour toujours garder plusieurs possibilités sous le coude. Parce qu'au final, quand on sait qu'on a beaucoup de choix, au fond, ça nous pousse à se dire qu'il y a toujours potentiellement mieux ailleurs. Et franchement, je jette la pierre à personne parce que je pense qu'on l'a potentiellement tous fait, peut-être même inconsciemment, mais on enchaîne les dates sans même vraiment en profiter parce qu'on pense toujours au prochain rendez-vous. On n'apprend même plus vraiment à connaître une personne profondément vu qu'on apprend à connaître plusieurs en même temps. Les gens, en fait, vu qu'ils ont accès, grâce notamment aux applis de rencontres, à ce type de process-là, vu qu'ils ont accès à beaucoup plus de potentiel rencontres, bah en fait, ils sont là, ok, bah je peux faire une rencontre là, une rencontre là, une rencontre là, une rencontre là, une rencontre là. Ils ont 5 rencontres potentielles. Mais c'est vrai que quand t'es submergé d'informations, quand t'es submergé de stimuli, bah quand t'en as trop, au final, tu sais plus où donner de la tête. Comme tu dis, quand tu sais que t'as d'autres opportunités potentielles, bah en fait, tu te donnes pas, déjà t'écoutes pas autant, et en plus, toi, tu donnes pas aussi autant. Effectivement, voilà, tu parles à 20 personnes en même temps, les gens te répondent puis ne te répondent plus. Je pense qu'il faut être quand même très solide mentalement quand on va sur un réseau comme ça, parce que c'est exactement ça, c'est de la consommation de masse, on ne parle plus, puis d'un coup on te répond plus. Le fait de se laisser embarquer dans cet enchaînement machinal de rencontres, en plus de plus vraiment regarder et de s'intéresser aux personnes qui sont en face ou autour de soi, ça entraîne aussi le non-engagement. Si dès le premier date, c'est pas incroyable, ou du moins si t'as envie de voir si tu peux pas trouver mieux ailleurs, bah tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, c'est même un peu devenu une norme de se permettre de passer à autre chose sans prévenir la personne à qui tu parlais ou que tu fréquentais, de ghoster, simplement plus donner de nouvelles, comme si de rien n'était. Du coup, quand tu recherches l'amour à notre époque, t'as l'impression de te retrouver enfermé dans cette consommation de masse des relations qui tue l'amour, et on en revient à la déception et à la désillusion du fameux spleen amoureux. J'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce d'inversement qui s'est fait où le sexe n'est plus tabou, mais les sentiments oui. On assume limite plus nos plans cul, nos situationships que le fait de parler d'amour, de se projeter ou de s'engager.
C'est comme si c'était devenu difficile d'éprouver, ou du moins d'assumer éprouver des vrais sentiments. J'étais justement en train d'écouter PLK en préparant cet épisode et je suis tombée sur le son « Tout recommencer » dans lequel il dit « Je crois que c'est la honte d'être piqué, enfin c'est compliqué ». Et je trouve que ça résume bien cette situation actuelle dans laquelle c'est ok de fréquenter quelqu'un, limite comme si t'étais en couple, mais sans pour autant t'engager ou parler vraiment de sentiments, et c'est aussi ok du coup de tout stopper du jour au lendemain. Bon, en vrai, je pense que c'est un peu mon ego et mon petit cœur encore touché par mes précédentes expériences qui parlent, mais pour en avoir discuté avec d'autres personnes, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez courant et fréquent. Maintenant que l'état des lieux est fait sur ce qu'on peut penser, ressentir et sur ce à quoi on fait face quand on recherche l'amour, d'un côté quand on a plus 20 ans, mais aussi de manière générale dans la société actuelle, on va passer à la deuxième partie de cet épisode. Parce que si j'ai voulu créer ce podcast, c'est pour parler sérieusement d'amour, certes, mais surtout pour dédramatiser et positiver. Et pour commencer, j'aimerais revenir sur le fait que, quand tu cherches l'amour, t'as l'impression d'être seul et tu te laisses emporter dans un tourbillon de pensées où tu te persuades que t'as plus l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et donc que tu trouveras plus l'amour. Je sais pas si t'as vu le film 2 mois de Cédric Klapisch, dans lequel Mélanie, jouée par Anna Girardot, et Rémi, joué par François Civil, sont 2 voisins d'immeuble de 30 ans, tous les 2 célibataires et déprimés par l'amour. Je vais pas te raconter comment le film se termine, pour éviter de te spoiler si jamais tu veux le regarder, mais Mélanie et Rémi sont dans la même situation sentimentale et ressentent la même solitude alors qu'ils se croisent souvent, ils font leurs courses au même endroit, des fois même ils marchent l'un derrière l'autre dans la rue. Leurs chemins de vie parallèles peinent à se croiser alors qu'ils en ont l'opportunité des centaines de fois, juste parce que, au final, ils se sont eux-mêmes renfermés. Et je pense que le fait de se renfermer, c'est un mécanisme qu'on a tous eu dans le célibat, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut qu'on arrête de l'avoir. Parce que si tu regardes un peu plus loin que le bout de ton nez, et si tu sors la tête de ton spleen amoureux, tu peux toi aussi croiser le chemin de vie de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vécu Salomé. C'est marrant parce qu'on s'est rencontrés à un moment où on avait tous les deux un petit peu des vies parallèles. C'est-à-dire que lui, il commençait à vraiment désespérer, moi je commençais vraiment à abandonner l'idée d'être en couple ou avec quelqu'un, je commençais vraiment à me renfermer sur moi-même. Lui c'est pareil, et en fait on s'est retrouvés un petit peu sur les mêmes réflexions, à savoir que les valeurs se perdent, le respect se perd, le fait d'apprécier, découvrir quelqu'un, ça se perd. Et en fait on s'est un petit peu trouvés sur nos blessures. En vrai, peu importe notre âge, et on le sait au fond de nous, on est constamment dans des situations où on peut rencontrer des nouvelles personnes et trouver l'amour. Il faut juste en fait se donner la peine de le voir. T'as aussi des opportunités où les gens autour de toi ils vont changer de travail. Il y a des opportunités où tu vas aller rencontrer des gens des soirées avec des collègues, des boulots, etc. Enfin, moi je trouve pas non plus qu'on soit très. Je pense que c'est nous en fait qu'on s'enferme dans un cercle où on voit toujours les mêmes amis dans les mêmes contextes, où on va se faire notre soirée chez notre pote, où on va se faire notre sortie ou notre petit verre avec un autre collègue ou quoi que ce soit. En fait, au final, est-ce que quand tu vas voir ton pote ou ton collègue, tu peux pas lui dire attends, j'ai 2 collègues de boulot qui viennent, machin, etc. En fait, c'est comme ça. Moi, je suis pas. Je trouve qu'en fait, les rencontres, on a de partout. Tu peux rencontrer du monde n'importe où. Moi, je te donne l'exemple de ma grand-mère, qui après avoir perdu mon grand-père, qui était décédé, elle a re-rencontré un homme. Elle l'a rencontré où ? Elle l'a rencontré au club de lecture pour les vieux, où on ira, nous, à 60 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, on a un club, on fait des meetings, tu rencontres des personnes à ces meetings-là. En fait, je pense que du moment où tu fais des choses dans la vie, où tu bouges, en fait, où t'es en mouvement, tu rencontres du monde, tout le temps. Moi, je suis persuadé de ça. Tu peux faire des rencontres n'importe où. Hein. J'ai rencontré une copine avec qui je suis resté longtemps. C'est la boulangère, quoi. Donc, non, mais voilà, tu vas chercher ton croissant 1 fois, 2 fois, tu commences à parler un peu, et voilà, tu vois, ça se fait comme ça au final. Ça offre un beignet, et puis
Non, mais en fait, il y en a de partout, il y en a de partout. Et enfin, des fois, il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux, de regarder ce qu'on a devant soi, parce que des fois, tout ce qu'on souhaite, c'est juste devant notre nez. Alors bien sûr, le fait de rencontrer des gens veut pas forcément dire que tu vas rencontrer des gens avec qui ça va matcher et avec qui tu peux créer quelque chose. J'ai d'ailleurs longtemps eu une petite voix dans ma tête, en lien avec ce qu'on a pu voir dans la première partie de l'épisode, qui disait « Ouais, mais de toute façon, tous les célibataires maintenant, à mon âge, ils sont pas dans la même optique que moi, ils veulent pas trouver l'amour sincère, ils veulent pas s'engager, etc., etc. » Mais en vrai, si toi, tu es dans une optique de vraie relation, si toi, tu recherches du beau, du sérieux et sur le long terme, bah c'est qu'il y a aussi forcément d'autres gens qui sont dans cette optique-là. Parce que même si on est tous uniques, ok, on n'est pas seul au monde, donc il n'y a aucune raison que personne d'autre ne voit la vie et recherche l'amour comme toi. Encore une fois, il faut juste ouvrir les yeux pour trouver ces personnes. Si tu fais des rencontres avec des personnes qui n'ont pas forcément la même vision de la rencontre et de la relation que toi, bah ouais, il y a des soucis. Au-delà de ça, si tu te mets dans une optique où, je sais pas, mais t'es peut-être pas forcément dans la recherche constante, ou en tout cas dans le fait d'aller tout le temps rechercher, que ce soit par une appli ou autre, bah peut-être qu'au final tu vas rencontrer des personnes qui sont aussi dans cet état d'esprit-là, et qui, bah du coup, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va tout de suite être une vraie rencontre. Et ce que j'aimerais souligner par rapport à ce que dit Maxime, c'est cette notion d'état d'esprit de recherche constante. Parce que quand t'as la trentaine et plus, t'as quand même cette idée que le temps presse, du coup tu te focalises sur le fait que t'es trop vieux ou vieille pour trouver l'amour. Alors que ce qui est hyper important, en vrai, c'est que t'as eu le temps de vraiment être bien dans ta vie et d'être bien avec toi. Perso, j'adore ma vie. J'ai trouvé mon équilibre entre le taf, mes proches, mes projets perso. Je suis pleinement moi, donc j'ai l'impression d'être dans les meilleures dispositions pour savoir ce qui me convient en amour et donc pour trouver quelqu'un avec qui tout ça est en accord. J'ai dépassé le stade de « il faut absolument que je trouve quelqu'un, mais juste pour être avec quelqu'un ». C'est plus dans une démarche de recherche désespérée. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, du coup je sais que quand je construirai quelque chose avec quelqu'un, il y a plus de chances qu'il se passe vraiment quelque chose et que ça soit sérieux et que ça aille loin. Je pense qu'on vit mieux notre célibat, enfin en tout cas moi je vis mieux mon célibat plus vieux maintenant, alors que quand j'étais plus jeune. Plus jeune, t'as vite tendance, enfin moi en tout cas j'avais vite tendance à pas forcément profiter de mon célibat. Profiter de mon célibat, c'est pas faire un tas de racontes, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se connaître, pour savoir ce qu'on veut, surtout ce qu'on veut plus. Enfin, c'est plutôt ça le plus important. J'ai rencontré l'homme de ma vie à 34 ans, donc je pense que tu peux le trouver à 15 ans, comme à 35 ans, comme à 40, même à 70 ans. Je pense que la première chose à faire, c'est d'être bien dans ses baskets. En fait, quand t'es épanoui seul, que t'es bien avec toi-même, et que justement tu cherches pas l'amour parce que t'es bien seul, tu peux tomber amoureux à n'importe quel âge. Hein. Pendant notre échange, Maud a beaucoup insisté sur le fait que tu as beau chercher l'amour, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, et je trouve ça important de le rappeler. L'amour, pour moi, c'est une énergie, et qu'en fait, il faut pas chercher à la dominer, il faut pas chercher à la maîtriser et à se l'approprier. C'est ça qui est difficile à admettre, parce qu'en tant qu'être humain, on veut tout maîtriser, tout contrôler. Et en fait, l'amour, non. L'amour, ça se contrôle pas. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est si fragile, en fait. C'est une énergie, il faut pas la chercher, c'est elle qui te trouve. Donc voilà. Et c'est une énergie, je pense, qui te trouve quand t'es bien, t'es épanoui, tu penses pas à ça, et puis un beau jour, ça te tombe dessus. C'est vraiment une énergie qui nous tombe dessus comme ça. Alors, on a beaucoup parlé des applications de rencontres et principalement d'un point de vue assez négatif, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bien dans les applications. Comme je dis dans mon premier épisode, tu peux rencontrer la personne avec qui tu vas partager ta vie sur Tinder, et je le pense vraiment. J'ai des exemples tout autour de moi de personnes qui sont en couple depuis longtemps, qui sont même mariées, et leur histoire d'amour a commencé virtuellement avec un match.
J'ai même une amie qui m'a confié que les fois où elle est tombée amoureuse, c'était sur des applications de rencontres. Mine de rien, les applications, ça te permet d'avoir un petit ego boost. Ça te permet de prendre confiance en toi. Et en amour, il faut avoir confiance en soi. Donc on va pas se mentir, ça fait du bien. Mais j'ai eu des petites relations qui m'ont permis, je dirais, de gagner confiance en moi. Ça m'a permis de rencontrer, même de me faire des amis. Socialement, ça m'a enrichi. Parce que oui, au final, les applications, c'est un nouveau lieu de rencontre. Qui, en plus, est hyper pratique pour ceux qui ne savent pas ou qui n'osent pas aller vers les gens. Ça t'enlève la barrière surtout pour ceux qui sont un petit peu plus timides, d'aller aborder une personne, etc. Plus qu'un lieu de rencontre, les applications, c'est un lieu de re-rencontre. Et pour terminer cet épisode, je laisse la parole à Salomé et sa belle histoire, pleine d'espoir. Alors moi j'utilisais Tinder de manière un petit peu saccadée puisque alors j'adore l'interface de Tinder, j'avoue, je trouve qu'elle est hyper bonbon comme je l'appelle, c'est-à-dire que pour un adulte c'est quand même agréable, c'est fluide, c'est rapide, etc. Donc je trouve que l'application est quand même somme toute bien faite, donc c'est celle que j'apprécie le plus à utiliser en tant qu'utilisateur. Et donc voilà, j'avais ce petit plan jusque-là. Et puis en fait, cet été, donc moi je suis fumeuse. Je vais régulièrement au bureau de tabac et en fait je m'assois souvent sur la terrasse puisque j'apprécie cet endroit en particulier avec un beau coucher ou lever de soleil après mon travail. J'aime beaucoup me rendre là-bas, c'est un lieu qui me fait du bien. Et en fait, je rencontre le buraliste qui est particulièrement beau, doux, attentionné et qui ose venir me parler cet été. Et donc j'étais assez contente de cet échange, somme toute très rapide mais très heureuse. Et je me rappelle m'être dit j'aurais bien aimé qu'il me demande mon numéro et puis je me suis dit peut-être que c'était pour faire la causette. Le fait incroyable, c'est que je le recroise quelques mois plus tard avec une jeune femme, donc je me fais la réflexion que peut-être il est en couple. Et la vie se passe, et puis petit coup de mou à l'approche des fêtes, petit coup de mou à l'approche de la fin d'année, puisque je suis toujours célibataire, donc je me remets sur Tinder, sans trop d'espoir. Et en général, moi je reste souvent 1 voire 2 jours, et puis là, exceptionnellement, je suis restée une semaine sur Tinder. Comme si c'était l'occasion de pouvoir attendre qu'il soit là. Et en fait, je le recroise, ce fameux buraliste, sur Tinder. Et donc de là, il m'envoie tout de suite un message d'une manière très douce et de manière à me faire comprendre qu'il m'avait reconnue 6 mois après. Et donc du coup, on se propose un café et c'est comme ça que l'histoire commence. Après, quand 2 personnes ont les mêmes valeurs, qu'elles soient sur Tinder ou ailleurs, je pense que c'est la magie de la rencontre. On n'a pas perdu ça, je pense. C'est juste que l'approche est différente. Mais là où là c'était un vrai coup du destin. Je pense que dans cette rencontre ou même dans une autre, je pense qu'il faut se laisser de l'espace pour y croire, même si c'est très difficile, parce que ça l'est vraiment. Il faut quand même un petit peu se forcer à y croire vraiment, à se laisser cet espace de se dire si ça peut m'arriver à moi. Parce que je pense que dans ce laps de temps, moi je suis très spirituelle, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu peut-être des pensées qui ont laissé l'espace à cette rencontre aussi. Parce que c'était quand même assez improbable. On aurait pu ne pas se recroiser du tout avec les aléas de la vie. Et y croire, au moins se faire ce cadeau-là de... Même si c'est un petit peu se forcer, mais y croire, s'octroyer ce cadeau-là qu'on a finalement tous le droit d'avoir. Et se faire du bien à soi pour faire du bien aux autres aussi. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a fait du bien. Je te dis à très bientôt pour un épisode spécial Saint-Valentin. Prends soin de toi. Amoureusement vôtre.